travaillé beaucoup avec les Ukrainiens. C'est très frappant de voir que les Ukrainiens considèrent qu'en réalité, il n'y a pas d'escalade possible. On est déjà arrivé au sommet de l'escalade. Je suis assez d'accord. Aujourd'hui, je vois pas ce que les Russes feraient de plus. Les armes, les précurseurs des armes chimiques de combat, ils les ont fait. Déporter 700 000 enfants, chiffre russe. Le fait de bombarder toutes les villes, tous les jours. Au niveau militaire, des mines antipersonnelles, des bombes à fragmentation en ville, des bombes à incendiaires en ville. Tout ce qui est interdit, ils l'ont déjà fait. Le président Poutine a inculpé à la Cour pénale pour tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Continuer au même rythme. Et tant que les Russes ne souffriront pas, tant qu'il n'y aura pas des répercussions sur les militaires russes et qu'ils ne tomberont pas en masse et que le territoire ne sera pas bloqué, la fronde ne sera pas gelée, oui, ce sera pire en pire pour les Russes. Et c'est justement ça. Les Russes aujourd'hui ne peuvent rien faire à part des démonstrations marketing comme on l'a vu la nuit dernière dont on parle. Alors, ce qui est frappant, c'est que les États-Unis ont averti l'Ukraine de la préparation d'un lancement de missiles par la Russie. En partageant des images satellites, ils ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un RS-26, mais plutôt d'un missile expérimental russe. À la suite de cet avertissement, la Russie a tiré 6 ogives nucléaires, chacune divisée en 6 sous-munitions. Ces frappes ont causé 36 impacts, ciblant l'usine de Dnipro, un site stratégique utilisé autrefois pour la production de missiles balistiques intercontinentaux soviétiques, et désormais reconverti à la fabrication de missiles pour l'Ukraine. En neutralisant cette infrastructure, la Russie a cherché à contrer les attaques potentielles sur son territoire. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures, et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Bienvenue dans cette analyse approfondie des récents développements militaires en Europe. Aujourd'hui, nous examinons les implications des avancées technologiques russes, les réactions de l'Ukraine et les manœuvres de l'Occident dans sa quête de suprématie mondiale. Pour illustrer ces enjeux, des experts tels que Scott Ritter, analystes reconnus en géopolitique, ont souligné les failles des stratégies occidentales face aux nouvelles capacités militaires russes. Ces analyses fournissent un éclairage essentiel sur les tensions actuelles. L'une des annonces majeures vient du président Vladimir Poutine, qui a récemment présenté le missile intercontinental Orasnik. Ce système, décrit comme révolutionnaire, témoigne d'un bond technologique majeur pour la Russie. Capable de voler à des vitesses hypersoniques supérieures à Mach 10, avec une précision exceptionnelle, il est conçu pour échapper aux systèmes de défense occidentaux les plus avancés, y compris le Patriot. George Bush fils s'était entouré des pires personnes que ne pouvait pas blairer son père. Et Donald Rumsfeld en faisait partie. Et ben là, aujourd'hui, donc, on a ce court-circuitage des néoconservateurs. Et soyons très clairs, ils veulent la guerre. Ou en tout cas, ça ne les dérange pas, puisque ça ne les dérange pas de jouer avec des centaines de milliers de morts. Ça ne les dérange pas d'augmenter la probabilité qu'une guerre nucléaire totale ait lieu. Même si peut-être ils ne la souhaitent pas, pour la plupart. Mais ça les dérange pas de jouer avec. C'est un coup de poker, c'est un coup qu'ils ont envie d'essayer. Ils n'en ont reçu mandat par personne. Ils peuvent engager la Terre entière, à tout le moins l'hémisphère nord, mais une grande partie de l'hémisphère sud mourrait aussi dans un cas d'hiver nucléaire. Mais ça les dérange pas. Là, on a vraiment affaire à des psychopathes organisés qui, en plus, sont empouvoirés par cette pseudo-spiritualité qui les entoure, qui est parfois messianique, mais qui est toujours pseudo, soyons très clairs. Je vais revenir plus en détail là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est que cette première frappe nucléaire à blanc? On a eu un missile balistique à portée intermédiaire, donc un MRBM, Medium Range Ballistic Missile. Au début, on pensait que c'était un ICBM, c'est ce qu'on dit les premières dépêches de presse, mais c'est vrai que ça n'aurait eu aucun sens d'utiliser un ICBM pour frapper une cible qui était à quelques centaines de kilomètres seulement des sites de tir. Plus en l'occurrence, peut-être qu'il est parti de 1000 km, je ne saurais pas vous dire. Mais donc, les Russes l'ont déclaré comme le système Oreshnik, un nouveau système avec une capacité d'évasion, bien sûr avec une tête MIRV, donc Multiple Independent Reentry Vehicles, avec souvent des leurres, mais là, on n'a pas utilisé de leurres, bien sûr, puisque tout était désarmé, il n'y avait pas de bombe nucléaire dedans. Donc vous avez plusieurs têtes qui peuvent frapper plusieurs endroits, qui sont censés dériver à plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres pour frapper plusieurs villes ou plusieurs points d'une conurbation. Là, évidemment, elles ont toutes frappé le même endroit, en respectant la règle assez générale, c'est que pour un missile conçu pour être chargé avec une tête nucléaire, donc moyenne portée ou ICBM, s'il brille et qu'il est rapide, c'est ce qui se fait de mieux. S'il brille et qu'il est pas rapide, c'est un mauvais missile. S'il est rapide et qu'il brille pas, il est rapide pardon, et qu'il brille pas, c'est un mauvais missile aussi. Mais s'il brille et qu'il est rapide, comme rule of thumbs, comme disent les Américains, vous avez affaire à un missile de bonne facture. Bon, c'est ce qu'on a pu voir. Les enregistrements sont très clairs. Vous avez 6 frappes comme ça, les 6 têtes mirvées, enfin les 6 mirves de la tête plus précisément, qui tombent sur une usine de Dnipropetrovsk. C'est l'usine Yuzhmash qui est extrêmement symbolique. C'était une usine une des premières usines dans l'histoire de l'Union soviétique qui a fabriqué des missiles balistiques.
Et aujourd'hui, elle fabrique des drones pour l'Ukraine. C'est une usine donc qui représente aussi le fait que les États-Unis se soient engagés à garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, parce que vous savez que l'Ukraine possédait des têtes nucléaires et que sous Clinton, les États-Unis se sont engagés, si elle se désarmait nucléairement, à protéger son territoire. Et ben cette usine était au cœur de ce dispositif-là, puisque c'est cette usine qui fabriquait des missiles nucléaires, en tout cas des missiles capables d'emporter des têtes nucléaires. Maintenant, pourquoi c'est la première frappe nucléaire à blanc de l'histoire? J'ai vu évidemment quelques passages pédants, mais c'est pas tant leur pédanterie qui est amusante, c'est l'incompréhension, parce que on a des médias européens qui titraient sur la neige en fait. Au moment où a eu lieu la première frappe nucléaire à blanc de l'histoire, vous avez des médias qui nous titraient que la neige tenait dans certaines villes françaises et qui en faisaient des gros titres et qui en faisaient de l'information en continu. Et ça, c'est pitoyable. C'est pitoyable et c'est la raison pour laquelle les médias citoyens sont en train d'exploser en popularité. Poutine a affirmé que la Russie dispose déjà d'un stock opérationnel significatif, prêt à être déployé si nécessaire. Il a qualifié l'Oresnik de pilier central de la défense nationale russe, capable de garantir l'intégrité territoriale du pays face à toute menace, qu'elle soit militaire ou économique. L'inspecteur Scott Ritter a décrit cette avancée comme un véritable cauchemar stratégique pour l'Occident, soulignant que ces technologies sont le résultat de décennies d'innovation et de planification. Il a également salué les ingénieurs russes pour leur rôle crucial dans la sécurité nationale. Contrairement à ses homologues internationaux, l'Oresnik ne trouve aucun équivalent, même parmi les arsenaux des puissances occidentales. Bien qu'il s'agisse d'une arme conventionnelle, son effet stratégique et psychologique est comparable à celui des armes nucléaires. En conclusion, l'introduction de l'Oresnik marque un tournant dans l'équilibre géopolitique mondial, accentuant les tensions déjà vives entre la Russie et l'Occident. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le champ de bataille? Comment une arme de cette nature peut-elle remanier la dynamique d'une guerre déjà chaotique? Les implications pour l'Ukraine dans les années à venir sont immenses. Les pays de l'OTAN s'impliquent directement dans le conflit en Ukraine car ils ont autorisé à frapper en profondeur le territoire russe avec des missiles à longue portée. Nous en avions prévenu. Nous avons donné à différents niveaux une interprétation précise de cette démarche déraisonnable visant à envenimer la situation. En ce qui concerne le missile Oreshnik, je pense que l'utilisation de ce système, qui n'a pas d'analogue dans les pays de l'OTAN et contre lequel ils n'ont pas de remède efficace, devrait faire redescendre sur Terre les membres les plus exubérants de l'Alliance car ils doivent se rendre compte qu'ils n'auront aucune réponse adéquate à une attaque russe. Ils n'auront même pas le temps de se préparer à cette... Les pays de l'OTAN s'impliquent directement dans le conflit en Ukraine car ils ont autorisé à frapper en profondeur le territoire russe avec des missiles à longue portée. Nous en avions prévenu. Nous avons donné à différents niveaux une interprétation précise de cette démarche déraisonnable visant à envenimer la situation. En ce qui concerne le missile Oreshnik, je pense que l'utilisation de ce système, qui n'a pas d'analogue dans les pays de l'OTAN et contre lequel ils n'ont pas de remède efficace, devrait faire redescendre sur Terre les membres les plus exubérants de l'Alliance car ils doivent se rendre compte qu'ils n'auront aucune réponse adéquate à une attaque russe. Ils n'auront même pas le temps de se préparer à cette riposte. Mais revenons-en au fonctionnement de ces missiles et à leur impact sur le terrain. Il y a quelques jours à peine, Poutine a célébré l'arrivée du système de missiles Oresnik sur le champ de bataille en Ukraine. Ce système révolutionnaire a démontré sa puissance en détruisant un complexe militaro-industriel critique à Dnipro. Cette frappe d'une précision sans précédent a stupéfié les forces ukrainiennes et leurs soutiens occidentaux. Ce qui est particulièrement effrayant avec ce missile, ce n'est pas seulement sa précision, mais aussi sa vitesse et son invulnérabilité. Le missile a voyagé à une vitesse incroyable, atteignant sa cible en seulement 8 minutes après son lancement. Pendant ce temps, les systèmes de défense aérienne occidentaux, y compris le très vanté système Patriot, sont restés impuissants. En réalité, ils n'ont même pas détecté le missile à temps pour tenter une interception. Soyons clairs, le système Patriot, largement présenté comme une défense avancée, a été percé aussi facilement qu'un couteau dans du beurre. Cet échec met en lumière une dure réalité. Le bouclier impénétrable de l'OTAN est davantage un mythe qu'une véritable protection. La frappe ciblée sur une installation clé à Dnipro, essentielle à l'effort de guerre industrielle de l'Ukraine, n'a pas été choisie au hasard. Cependant, l'impact de cette attaque va bien au-delà des dégâts matériels. La vitesse hypersonique et la capacité du missile à échapper à toute détection ont laissé l'OTAN et l'Ukraine dans un état de choc. Ce n'est pas seulement une démonstration de force, mais aussi un message clair. Aucune cible, aussi bien protégée soit-elle, n'est véritablement à l'abri.
À Kiev, la panique s'est rapidement propagée. Zelensky lui-même a plaidé publiquement pour des systèmes de défense aérienne plus avancés, allant jusqu'à demander des dispositifs capables d'intercepter les missiles à longue portée. Mais soyons réalistes, même les systèmes les plus avancés de l'OTAN ne sont pas équipés pour contrer cette technologie. La Russie, de son côté, reste calme et confiante. Les rapports en provenance des lignes de front indiquent non seulement que les forces russes maintiennent leur position, mais qu'elles consolident activement leurs gains. Des discussions sur une offensive de grande ampleur, susceptible de renverser définitivement la situation, se multiplient. Avec des armes comme l'Oresnik, il ne s'agit pas de savoir si cette offensive aura lieu, mais quand. Ce contraste est frappant. D'un côté, une Russie démontrant une supériorité technologique et stratégique indéniable, et de l'autre, une Ukraine qui lutte désespérément pour s'adapter. Comme l'a souligné Scott Ritter, cet écart n'est pas simplement tactique, il est existentiel pour l'Ukraine. Sans une intervention directe de l'OTAN, qui semble de plus en plus réticente, les options de l'Ukraine se réduisent rapidement. Cette situation soulève une question cruciale. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe, l'OTAN et l'Occident dans son ensemble? L'Oresnik ne remodèle pas seulement le champ de bataille, mais redéfinit également les dynamiques géopolitiques de cette guerre. Et cela nous conduit à un constat. L'Occident se retrouve dans une position de plus en plus fragile et désespérée. Il ne s'agit pas simplement de missiles ou de stratégie militaire. Il s'agit de domination géopolitique. Et l'Occident semble aujourd'hui incapable de reprendre l'initiative. Les responsables de l'OTAN se démènent pour organiser des réunions urgentes, tentant d'élaborer une réponse qui ne semble pas aussi futile que celle de Zelensky. Ils doublent la mise à ces appels pour plus d'armement et de systèmes de défense aérienne, peignant une image d'urgence. La défense aérienne stratégique doit intervenir maintenant ou l'Ukraine est condamnée, prévient-il. Avant de revenir, je voudrais qu'on retrouve Solène Rioux et Pauline Lormont. Merci à toutes les deux d'être encore avec nous parce qu'il y a peut-être eu une réponse de Moscou. Ça s'est passé cette nuit, ce matin, une attaque record selon Kiev sur les principales villes d'Ukraine, dont la capitale. 188 drones auraient été tirés, 4 missiles Iskander. Regardez ces images, c'était soumis et selon les autorités ukrainiennes, des infrastructures Solène essentielles, c'est le terme employé, auraient été touchées. Oui, absolument. Des infrastructures très critiques qui ont été endommagées dans plusieurs régions ukrainiennes, également des immeubles d'habitation, des maisons privées qui ont été endommagées, notamment à Tchernobyl où l'électricité a carrément été complètement coupée dans tout l'oblast et on ne sait pas encore ce midi quand elle va être rétablie. Alors ce sont les mots de l'armée de l'air ukrainienne elle-même qui dit que c'est une attaque record, 188 drones tout de même tirés depuis au moins 4 régions russes, dont les régions de Bryansk et de Koursk, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Sur ces 188 drones, il y en a 76 tout de même qui ont été interceptés par la défense antiaérienne, par donc des tirs de missiles antiaériens, par l'aviation, également par des tirs d'unités mobiles issues de l'armée de l'air. 95 drones n'ont pas pu atteindre leur cible à cause des équipements de guerre électronique ukrainiens. Et puis 5 ont été tirés, se sont envolés en tout cas en direction de la Biélorussie. Mais fort heureusement, vous l'avez dit, ce sont simplement entre guillemets, des cibles matérielles qui ont été touchées. Et pour l'instant, il n'y a aucune victime dans les bilans provisoires. Les mots sont clairs. Alors depuis cette déclaration, 3 autres frappes ont été lancées par les Ukrainiens à l'aide de Storm Shadow britanniques, d'ATACMS livrés par Washington, comme hier d'ailleurs sur un aérodrome. Vous allez voir les images de la région de Koursk. Alors si officiellement aucune réaction nous est parvenue de Moscou, vous savez que le Kremlin peut toujours compter sur ses propagandistes pour faire passer les messages. Écoutez et regardez, c'était hier soir à la télé russe. Vladimir Poutine a dit que nous ne préviendrons que les civils en Ukraine et que nous n'avions pas besoin de prévenir ceux en Europe. Il n'y a pas de civils ukrainiens là-bas. Cela signifie que quelque chose pourrait arriver aux bases de l'OTAN, en Pologne, en Roumanie, en Grande-Bretagne ou ailleurs, d'où sont fournis les missiles que les Américains lancent depuis l'Ukraine sur des cibles en territoire russe. Occidentaux, reprenez tous vos esprits. Et puis, il y a le chancelier allemand Olaf Scholz qui a décrit le déploiement des missiles Aresk comme une catastrophe. Une horrible escalade. Horrible pour qui, se demande-t-on.
pas pour la Russie qui, aujourd'hui, fait preuve d'un avantage technologique que l'Europe ne peut plus égaler. Cette rhétorique ne sert qu'à exposer l'impuissance de l'OTAN, malgré leur discours sur la force et l'unité. Il est clair que l'Occident n'était pas préparé à une arme comme celle-ci. Les médias occidentaux, comme prévu, font tout pour minimiser la situation, qu'ils appellent simplement un test. Mais nous savons que ce soi-disant test n'était pas seulement une démonstration technique. C'était un message stratégique, transformant l'espace aérien de l'Ukraine en une zone d'exclusion aérienne littérale pour les Occidentaux. Les rêves et espoirs de l'Occident s'effondrent face à la capacité de la Russie de contourner les systèmes de défense les plus avancés. Ce n'est pas uniquement une question de frappe de missiles, mais de l'impact psychologique. Savoir qu'aucune cible en Europe n'est vraiment en sécurité. Et là, on retrouve Zelensky, qui ne manque jamais une occasion de manipuler le récit. En un souffle, il accuse la Russie d'intensifier la guerre et de refuser la paix, tout en exigeant davantage d'armement pour prolonger le conflit. Son argument se résume à « L'Ukraine ne veut pas cette guerre, mais elle n'a pas le choix, elle doit l'escalader ». Un paradoxe qui n'a de sens que dans le cadre de la propagande occidentale. N'oublions pas que les forces de Zelensky ont lancé des attaques de missiles contre des zones civiles russes pendant des mois. Et maintenant, il ose revendiquer la haute morale. L'inspecteur de terrain Scott Ritter, une voix respectée dans la stratégie militaire, souligne que la dépendance de l'Ukraine à l'égard de l'OTAN montre clairement qu'ils ont perdu le contrôle de leur propre guerre. Ils ne sont plus des combattants souverains. Ils sont devenus des pions piégés dans un jeu orchestré par les puissances occidentales, avec l'OTAN en tête. L'analyse de Ritter révèle une dure vérité. L'Ukraine ne se bat pas pour gagner, mais pour entraîner l'OTAN dans un conflit direct avec la Russie. C'est leur seul espoir, mais ce désespoir n'est pas limité à l'Ukraine seule. L'OTAN elle-même est fracturée. En Ukraine, ils projettent publiquement l'unité, mais derrière les portes closes, des fissures apparaissent. Des pays comme la Hongrie remettent ouvertement en question la sagesse de cette escalade, et même l'Allemagne, la soi-disant épine dorsale de l'Europe, hésite à prendre des mesures audacieuses. Quant aux États-Unis, ils jouent le rôle de marionnettistes de l'autre côté de l'Atlantique, poussant l'Europe dans la guerre tout en gardant une distance de sécurité. Les médias ne vous le diront pas, bien sûr. Ils sont trop occupés à inventer des histoires pour maintenir l'illusion de contrôle. Mais la vérité devient de plus en plus difficile à ignorer. Les actions de la Russie ne sont pas seulement une déclaration militaire. Elles sont un échec géopolitique pour l'OTAN, à court de mouvement. Où cela laisse-t-il le conflit? Regardons à plus grande échelle. Imaginons ce qui va suivre pour les deux parties. Du côté de la Russie, la position n'a jamais été aussi forte. Le déploiement des missiles Oresnik marque un tournant, non seulement pour le conflit en Ukraine, mais pour l'ensemble de l'équilibre mondial des puissances. Le missile Oresnik n'est pas simplement une arme. C'est une déclaration. Avec sa vitesse hypersonique, son ciblage de précision et sa capacité à contourner même les systèmes de défense les plus avancés, il rend les capacités défensives de l'OTAN obsolètes. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait. Il ne s'agit pas seulement d'une question technologique, mais stratégique. La Russie a montré qu'elle peut frapper avec impunité, laissant l'Europe vulnérable et l'OTAN impuissante à réagir. Les implications pour l'Europe sont déjà graves. Crise énergétique, tensions économiques, et maintenant un tribut psychologique, avec la peur que leurs villes puissent être des cibles, de Varsovie à Lisbonne. Le message est clair, la Russie n'est plus confinée à sa région. Sur le terrain, la dynamique change rapidement. Les forces russes consolident leur position et des rapports laissent entendre qu'une nouvelle offensive pourrait transformer de manière décisive le cours des événements. L'armée russe gagne en expérience et intègre des armes avancées comme le missile Oresnik. Leur avantage stratégique ne fait que croître. L'OTAN, quant à elle, est dans une impasse. Même leurs propres analystes militaires admettent que rivaliser avec les progrès de la Russie pourrait prendre des années, voire des décennies. Et n'oublions pas l'impact économique. L'Europe saigne des ressources pour soutenir l'Ukraine, tandis que son propre mécontentement grandit. Des manifestations éclatent partout,
les citoyens remettent en question l'investissement de milliards dans un conflit de plus en plus difficile à gagner. L'Ukraine, prise dans un cercle vicieux, se retrouve submergée. Son armée est épuisée, ses ressources s'amenuisent et sa dépendance à l'OTAN la transforme en un proxy. Comme l'a souligné Scott Ritter, cette situation n'est pas viable sans une intervention directe de l'OTAN. Alors, où cela s'arrêtera-t-il? Deux scénarios sont possibles. Dans le premier, la Russie obtient une victoire décisive, forçant l'Ukraine et l'Occident à négocier sur les termes de Moscou. Dans le second, le conflit s'éternise, la saignée économique de l'Europe continue et la Russie renforce sa position. Dans tous les cas, il est clair que l'équilibre des pouvoirs change et ce n'est pas en faveur de l'OTAN. Les implications géopolitiques sont profondes. L'avenir de l'Europe est en jeu. Va-t-elle rester subordonnée aux intérêts occidentaux ou reconnaître la futilité de ses efforts actuels et chercher une nouvelle approche? Le temps nous le dira, mais une chose est sûre, la Russie joue sur le long terme et jusqu'à présent, elle gagne. Comme l'a souligné Scott Ritter, la capacité de la Russie à planifier au-delà des tactiques réactives de l'Occident crée un fossé infranchissable dans la stratégie militaire et géopolitique. Ce n'est pas seulement une guerre d'armes, c'est une guerre de stratégie et de vision à long terme. Oui, il y a une incertitude, il confirme l'incertitude qui existait déjà. Vous travaillez beaucoup avec les Ukrainiens, c'est très frappant de voir que les Ukrainiens considèrent qu'en réalité, il n'y a pas d'escalade possible. On est déjà arrivé au sommet de l'escalade. Je suis assez d'accord. Aujourd'hui, je vois pas ce que les Russes feraient de plus. Les armes, les précurseurs des armes chimiques de combat, ils les ont fait. Déporter 700 000 enfants, chiffre russe. Le fait de bombarder toutes les villes tous les jours. Au niveau militaire, des mines antipersonnelles, des bombes à fragmentation en ville, des bombes incendiaires en ville. Tout ce qui est interdit, ils l'ont déjà fait. Le président Poutine a inculpé à la Cour pénale pour tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Continuer au même rythme. Et tant que les Russes ne souffriront pas, tant qu'il n'y aura pas des répercussions sur les militaires russes et qu'ils ne tomberont pas en masse et que le territoire ne sera pas bloqué, le front ne sera pas gelé, oui, ce sera de pire en pire pour les Russes. Et c'est justement ça. Les Russes aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire à part des démonstrations marketing comme on l'a vu la nuit dernière dont on parle. Alors parlons-en, parlons de cette arme puissante qui a été utilisée, qui, du point de vue des Russes et du point de vue de Poutine, est une démonstration qu'ils ne plaisantent pas. On va voir l'image de ce tir. On est là dans la ville de Dnipro et on va voir que la cible aussi a tout son sens. Regardez l'image, voilà. On est là pendant la nuit dans la ville de Dnipro, qui est une ville importante. Expliquez-nous ce qui est en train de se passer exactement à l'image. Alors là, c'est un zoom sur... Alors, on a des missiles de très haute vitesse, de très haute altitude, qui sont en train de redescendre, et ils sont incandescents, et c'est ça, c'est les raies de lumière qu'on voit, c'est en réalité le missile qui est en train de redescendre, et il redescend à 15 000, 20 000 km/h. Il se trouve que on les voit arriver par rayon, parce qu'en fait, il y en a 5. Ce sont des têtes qu'on appelle mirvées, c'est-à-dire que dans un seul missile qui va être lancé, quand ça va redescendre, il y a les têtes qui vont se séparer. Comme ça, même si le missile est intercepté, même si une tête était interceptée, il y en aurait toujours 3 ou 4 qui pourraient passer. Et là, on voit qu'il y en a plusieurs, vous voyez plusieurs séries qui arrivent, c'est en fait parce qu'il y a plusieurs missiles contenant chacun 5 ou 6 têtes qui sont arrivés au même moment sur la ville. Et on voit également la précision toute relative. On sait que ces missiles qui sont normalement conçus pour porter la tête nucléaire, finalement, ça pourrait tomber à 500 mètres près, c'est pas très grave. Là, on voit que ça tombe absolument pas au même endroit dans la ville. C'est censé... Ils disent, on comprend qu'ils ont essayé de viser une usine, mais en l'occurrence, simplement avec les images, on voit que ça tombe à 400 mètres à gauche, à 300 mètres à droite, parce qu'il y a une précision qui est vraiment faible. C'est pas fait pour avoir une arme non explosive nucléaire. Donc, si je vous comprends bien, cette chaîne Monde Multipolaire tient de nouveau à rappeler que nous ne soutenons aucune forme de violence dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, rejoignez notre Telegram et passez une excellente journée. À la prochaine.